Film 2. Bonjour à tous. Le but de cette série de films est d'informer les ergothérapeutes sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière d'hygiène et de sécurité, suite à 9 ans de questionnement, de recherche et d'expérience que j'ai mené en qualité d'ergothérapeute, afin de vous proposer des solutions face aux problématiques rencontrées sur le terrain, grâce à l'innovation, et d'initier la collaboration en santé grâce à des webinaires qu'ils introduisent. Les thèmes des films sont des notions microbiologiques au risque infectieux, les moyens de prévention, les locaux et les dispositifs médicaux, les innovations et enfin des éléments de législation qui concernent l'exercice en ergothérapie. Les moyens de prévention. L'objectif de cette présentation est de permettre aux ergothérapeutes de s'approprier les moyens prévus par la Haute Autorité de Santé afin d'appliquer des solutions préventives de la transmission des infections par la suite. Nous avons vu dans le film sur les notions microbiologiques qu'en fait, les infections se transmettent selon une chaîne épidémiologique et qu'on parle de transmission croisée d'un agent infectieux à partir d'un réservoir endogène ou exogène à un individu réceptif. Comment rompre cette chaîne? C'est le sujet de la prévention des infections associées aux soins et nous avons les bases pour comprendre les mécanismes et où nous pouvons agir. La Haute Autorité de Santé prévoit des recommandations qui évoluent au fil des résultats des recherches et prévoit donc les règles d'hygiène de base, les précautions standards et enfin les précautions complémentaires. L'exercice professionnel en santé prévoit un cahier des charges établissant des conditions vaccinales. En effet, des vaccinations sont obligatoires et des vaccins recommandés contre différentes infections. Le carnet de vaccination doit être à jour. Des règles d'hygiène de base sont définies par la Haute Autorité de Santé. L'hygiène doit être irréprochable au travail, dont l'hygiène des mains et respiratoire. Il s'agit aussi de connaître les techniques de maîtrise des risques et d'utiliser les équipements de protection individuelle quand c'est nécessaire. Malgré tous les dégâts causés par la pandémie de Covid-19, une évolution très nette s'est produite en faveur de l'hygiène des mains, à l'eau plus savon ou grâce à la friction hydroalcoolique, ce qui est un grand progrès d'un point de vue général. En ergothérapie, il n'y a pas de geste aseptique. Néanmoins, les autres indications de l'hygiène des mains par l'Organisation mondiale de la santé restent recommandées. Avant de toucher un patient, après un risque d'exposition à un liquide d'origine biologique, après avoir touché un patient et après avoir touché l'environnement d'un patient. Il s'agit donc pour l'ergothérapeute d'appliquer lui-même l'hygiène des mains avant et après la séance et de faire également pratiquer une hygiène des mains par le patient au début et après la séance. 7 étapes sont nécessaires pour réaliser une hygiène des mains correcte. Paume sur paume, paume sur le dos de l'autre main, doigts entrelacés, paume doigt, pouce, ongle et enfin les poignets. Il existe un débat sur l'ordre des étapes de l'hygiène des mains car certaines zones seraient négligées, comme l'a soulevé le Dr Raphaël Girard dans sa présentation Produits, techniques et opportunités nouveautés au congrès de la SF2H, Société française d'hygiène hospitalière, à Nice en juin 2017. Le temps d'application du produit hydroalcoolique pour être efficace est de 25 secondes. Nous verrons plus loin des données de laboratoire avec des temps plus longs, compris entre 30 et 60 secondes. L'observance de l'hygiène des mains est un pilier de la prévention des infections associées aux soins. Elle doit être correctement faite pour être efficace. Cela concerne donc les territoires cutanés où le produit hydroalcoolique est appliqué et le temps d'application qui doit être suffisant. En complément de l'hygiène des mains, les précautions standards prévoient le port d'équipements de protection individuelle qui servent à prévenir la contamination lors d'actes entrant dans la sphère intime des personnes soignées porteuses d'infections et la transmission croisée des micro-organismes responsables. Il faut pratiquer l'hygiène des mains avant l'enfilage des équipements de protection individuelle et après les avoir quittés. Nous disposons de gants jetables non stériles à manchettes courtes ou longues en cas de contact avec des liquides d'origine biologique, comme lors des séances de rééducation de la toilette ou pour nettoyer et désinfecter les surfaces et le matériel.
de masques faciaux lors de soins à risque de projection de fluide d'origine biologique. Nous verrons dans les fiches de vigilance quelles sont les indications plus précises pour le port des masques, dont il existe plusieurs sortes. De lunettes de protection à mettre lors de risques de projection de fluide biologique, mais aussi lors des désinfections par immersion du matériel. De tabliers pour les soins mouillants. De surblouses à manches longues lors de risques de projection, comme ce peut être le cas par exemple lors de l'aide au transfert de patients porteurs. Tous ces équipements de protection individuelle sont à usage unique et une fois portés doivent être éliminés dans la filière des déchets à risque (DASRI). Des dispositions sont prévues pour la prise en charge des patients généralement porteurs de bactéries hautement résistantes émergentes ou de bactéries multirésistantes, dont nous parlerons un peu plus loin. Il s'agit dans les établissements d'isolement en chambre, au mieux de marche en avant dans l'organisation des soins et de traçage de la circulation du patient dans les services. Mais il s'agit aussi de perte de chance pour le patient, avec un retour à domicile plus fréquent, souvent consécutif à un allongement de sa prise en charge en hospitalisation aiguë. Les recommandations complémentaires contact consistent à circonscrire le risque de propagation des infections et de réaliser malgré tout les actes de soins nécessaires. L'information du patient, des intervenants et des visiteurs au sujet des précautions à prendre est essentielle. Dans le cas d'infection, le patient est confiné dans sa chambre avec des sorties contrôlées. L'hygiène des mains reste toujours de rigueur pour lui, pour le personnel et les visiteurs avant et après la visite, et après chaque contact physique ou environnemental dans la chambre. Le personnel et les visiteurs doivent porter une blouse à usage unique lors des visites dans la chambre. Les soins médicaux doivent être réalisés dans la chambre aussi. Le ménage de la chambre et de l'environnement proche du patient doit être quotidien. Les poubelles restent dans la chambre s'il n'y a pas de container à déchets DASRI jusqu'à leur élimination. Le dossier du patient doit toujours être maintenu hors de la chambre. Le site internet du Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne propose un référentiel d'aide à la mise en place de précautions complémentaires d'hygiène en fonction des micro-organismes rencontrés, qui a la forme de ces fiches. Les références se trouvent dans la bibliographie de cette présentation. Dans le prolongement de la prise en charge, les recommandations pour le patient et ses proches vis-à-vis du portage de bactéries hautement résistantes émergentes ou de bactéries multirésistantes par exemple, entrent dans l'éducation du patient, qui doit être relayée aussi par les ergothérapeutes dans la continuité du travail des hygiénistes. Un point important à souligner maintenant sont les limites des traitements. C'est pour ça qu'il existe une politique nationale de lutte et de prévention face à la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques. Cette résistance peut être naturelle ou acquise. De nouvelles populations bactériennes résistantes émergent. Les bactéries multirésistantes et les bactéries hautement résistantes émergentes sont très problématiques et nous avons des recommandations complémentaires type contact à appliquer, comme vu précédemment. Enfin, des virus émergent eux aussi. Des fiches de vigilance sont proposées à leur sujet dans la suite de cette formation. L'activité antimicrobienne des produits hydroalcooliques est évaluée par des normes élaborées par le Comité technique européen de normalisation, CENTC 216. L'Association française de normalisation, AFNOR, participe activement aux travaux du CENTC 216, traduit et diffuse ces normes en France. Les normes d'activité s'échelonnent sur 3 niveaux ou méthodes. Les essais en suspension, les essais simulant l'usage en laboratoire et enfin les essais de terrain. Aucune norme n'a encore été développée à ce 3e niveau. Ce sont donc les normes de phase 2 qui sont retenues, sachant qu'en laboratoire, les conditions de contamination, de propreté, saleté sont artificielles. Celles de température sont de 20 degrés et le temps d'application est compris entre 30 et 60 secondes. La toxicité des produits hydroalcooliques est liée à ces composants, des alcools, mais aussi des agents de texture, des antiseptiques, des émollients, des surgraissants, dont certains sont allergènes.
Il vaut mieux favoriser des produits hydroalcooliques ne contenant pas d'autres antiseptiques que l'alcool. Le risque d'intoxication aiguë par ingestion est bien réel selon les services pédiatrie, psychiatrie, addictologie ou gériatrie. Certains fabricants ajoutent un parfum amer aux produits hydroalcooliques destinés à ces secteurs de soins. L'alcool est un produit asséchant et irritant. Son absorption par la peau est très limitée. Pourtant, il existe des cas d'intolérance ou d'inconfort. Il est recommandé de faire usage des produits hydroalcooliques sur des mains visiblement non souillées, de faire un séchage correct avant l'application du produit, mais aussi de s'assurer, surtout si des gants doivent être enfilés après la friction des mains, que celles-ci sont bien sèches avant l'enfilage des gants. Attention aussi aux poudres résiduelles de certains gants lors de leur retrait, suivi d'une friction hydroalcoolique. Les crèmes protectrices doivent être utilisées de manière préventive en dehors des activités de soins. Pour rappel, l'action mécanique du lavage à l'eau et au savon permet d'éliminer les salissures et les spores des bactéries. L'action des produits hydroalcooliques est désinfectante. Elle n'est pas rémanente, c'est-à-dire les produits hydroalcooliques ne protègent pas des contaminations ultérieures. C'est ici qu'il faut, à mon avis, prendre en compte le phénomène des autocontacts que nous produisons inconsciemment, ce qu'on appelle le langage du corps, et le contact des mains avec un environnement souillé. En 2016, j'ai eu l'occasion de donner des cours sur l'hygiène et la sécurité à des étudiants de première année en ergothérapie de Bordeaux. J'espère aujourd'hui qu'ils ont tous obtenu leur diplôme et trouvé du travail aussi. Nous avons fait l'expérience d'un filmage d'une mise en situation. Réception des patients, changement d'activité et départ des patients. Le premier objectif était la simulation d'une situation de séance de rééducation avec un ergothérapeute et 3 patients. Le deuxième objectif dont n'étaient pas prévenus les étudiants était de dénombrer le nombre d'autocontacts que chacun avait produit depuis la friction des mains à la solution hydroalcoolique du début de la séance. Les résultats en 14 minutes allaient de 8 à 48 autocontacts par participant et donc autant d'occurrences de contamination des mains, puis de contamination de l'environnement et du matériel. C'est à mon avis pour cela qu'il faut aussi prendre des précautions pour traiter l'environnement et le matériel utilisé pendant les soins, ce que nous verrons plus loin et dans les films suivants. Nous avons vu dans le film 1 sur les notions microbiologiques que les bactéries sont capables de former un biofilm de surface qui les protège contre la stérilisation et la désinfection. Dans le cas de contamination persistante de l'environnement ou de fomites, l'alternance d'utilisation de produits différents et dans des cas extrêmes, la pause de la désinfection de surface peuvent être indiquées. Mais les limites des produits désinfectants ne se limitent pas qu'à ce problème. Ce sont des produits dangereux. En effet, vous avez certainement remarqué les pictogrammes de dangerosité des produits désinfectants sur les étiquettes des flacons qui les contiennent. Ils nécessitent une vigilance lors de leur stockage et de leur utilisation. Et il faut toujours porter des gants lors de leur manipulation. Les sprays ne sont pas recommandés car ils aérolisent les produits. Les flacons à chambre doseuse permettent de délivrer plus facilement la bonne quantité de produits à utiliser. La CLP est la liste des classifications et des étiquetages des substances dangereuses. Leur impact péjoratif est notifié pour l'environnement et il y a des risques pour la santé des utilisateurs. En effet, je rappelle encore qu'il faut toujours porter des gants lors des actions de désinfection et même porter un tablier, un masque et des lunettes pour les actions de désinfection par immersion à cause des risques d'aspersion du produit sur les muqueuses et la peau de l'utilisateur. L'étiquetage des produits selon la CLP indique les pictogrammes de danger, les coordonnées du fabricant, le nom du produit, les mentions d'avertissement et de danger et enfin les conseils de prudence. Durant le printemps 2020, nous avons vécu des tensions d'approvisionnement de produits désinfectants liés à la pandémie de SARS-CoV-2 ou Covid-19. Un site sur le référencement francophone des produits désinfectants initié par les Hospices civils de Lyon
au vu des très nombreuses demandes d'information des professionnels mais aussi des particuliers au sujet de l'efficacité des produits mais aussi de leur tolérance, a vu le jour. Une nouvelle norme virucide EN 14476 est sortie cette année, après retrait du marché de certains produits hydroalcooliques par la DGCCRF depuis. Prodibase, dans un souci de veille sur l'efficacité et la tolérance aux produits d'hygiène, développe un projet de label de qualité vis-à-vis des fabricants. Une nouvelle base de données. Mais qu'est-ce que les ergothérapeutes doivent rechercher? Un extrait du guide pour le choix des désinfectants de la Société française d'hygiène hospitalière nous montre la complexité du sujet. Pour rappel, les actes d'ergothérapie sont classés à risque infectieux bas et les procédures de désinfection dites de bas niveau concernent la rubrique 1, la rubrique 2, la rubrique 10, la rubrique 5 étant rarement réalisée sur le terrain mais demeurant du possible. Dans leur pratique, les ergothérapeutes peuvent utiliser des lingettes désinfectantes pour nettoyer l'environnement du patient et le matériel qu'il utilise quand celui-ci est désinfectable, ce qui n'est pas toujours le cas pour des questions de composants ou de matériaux. Il est recommandé de demander les éventuelles incompatibilités entre le produit désinfectant et les matériaux répertoriés par le fabricant du dispositif utilisé à désinfecter. Mais qui a le temps de faire ça? Bref, pour aller plus vite, l'action de désinfection peut causer une usure prématurée des dispositifs selon les matériaux qui les composent. Quand on peut les utiliser, les lingettes doivent toujours être manipulées avec des gants non stériles. Le nettoyage se fait par essuyage externe des dispositifs médicaux non critiques. Le matériel utilisé en ergothérapie fait partie de ces dispositifs. Pour l'environnement, les locaux, le sujet sera traité dans le film numéro 3, suivant de cette série. L'action de désinfection par immersion du matériel d'ergothérapie ne semble pas nécessaire dans le contexte actuel. Elle peut néanmoins être intéressante, plus économique pour éviter la manipulation par essuyage de grandes collections de petits objets, par exemple. Cette technique existe et si elle doit être appliquée, elle nécessite l'utilisation d'équipements de protection individuelle et de précautions organisationnelles préalables à l'utilisation des produits désinfectants qui sont destinés à être dilués. Ils sont donc hautement toxiques. Abordons maintenant la définition d'accident d'exposition à des fluides organiques. Tout contact percutané avec du sang ou liquide biologique après une effraction cutanée causée par une piqûre ou coupure avec un instrument souillé. La définition s'étend aussi au contact cutanéo-muqueux avec du sang ou liquide biologique sur une muqueuse non protégée ou sur une lésion cutanée préexistante autorisant la pénétration de l'agent infectieux. Le terme d'accident d'exposition au sang regroupe habituellement cette contamination, quel qu'en soit le liquide biologique, et le mécanisme. Le risque d'accident d'exposition au sang concerne surtout les médecins, les infirmiers, les sages-femmes. Néanmoins, l'ergothérapie concerne les activités quotidiennes en général, ce qui n'exclut pas le risque d'accident, par exemple en utilisant des outils contondants dans un atelier, couteau, aiguille, scie, ou l'aspersion d'une muqueuse par un liquide d'origine biologique. Les premiers soins à connaître pour une blessure sur la peau. Ne pas faire saigner, mais nettoyer abondamment à l'eau et au savon doux, bien rincer et sécher. Ensuite, appliquer un antiseptique, daquin coupeur stabilisé ou bétadine dermique, par trempage de la zone lésée pendant 5 à 10 minutes. En cas de projection d'un liquide dans les yeux, il convient d'effectuer un rinçage sous l'eau ou avec du liquide physiologique pendant 5 à 10 minutes. Enfin, il faut prévenir la hiérarchie. Ensuite, il faut obtenir si possible les résultats sérologiques de l'hôte source avant de faire appel à un médecin référent. Il y en a toujours un dans les services d'urgence. Si un traitement antirétroviral est nécessaire, il doit être pris dans les 4 heures après l'accident d'exposition au sang, d'où la nécessité de ne pas perdre de temps et aussi la raison de diffuser ici cette information. Dans tous les cas, il faut noter la démarche dans le dossier du patient. Quelle conduite tenir dans un second temps? Faire établir un certificat médical initial dans les 48 heures. Faire les déclarations liées à l'accident du travail. Suivre le protocole de surveillance sérologique éventuel.
Détaillez les causes de l'accident en remplissant un questionnaire anonyme auprès de la médecine du travail. Je vous remercie de votre attention. À bientôt d'échanger avec vous par visioconférence, mais avant, je vous propose de visionner les films suivants.